Je m'appelle Sarah Thompson et je sais par expérience comment quelques verres apparemment innocents peuvent se transformer en un cauchemar qui altère la vie et éclipse chaque moment éveillé. Vous pourriez penser, ce n'est qu'une bière ou un verre de vin tranquille. Mais maintenant que je suis ici, je vois à quel point cette soi-disant indulgence inoffensive peut vous voler votre sens de soi. Vous vous êtes déjà demandé comment tout ce que vous chérissez pourrait changer en une seule nuit? Pour ma part, cela s'est passé si vite que, lorsque j'ai réalisé que je perdais le contrôle, il était presque trop tard. Imaginez vous réveiller un jour en réalisant que vous avez vécu la réalité de quelqu'un d'autre. Tout cela à cause de quelques verres qui, jadis, semblaient réconfortants. C'était ma vie, une dérive lente loin de qui je voulais être, masquée par la croyance que l'alcool était la colle, qui me maintenait en un morceau. Une nuit fatidique, dans le brouillard de ma lutte de longue date avec l'alcool, je me suis retrouvée au bord de l'effondrement total. Je n'avais aucune idée que le moment où mon cœur a failli lâcher serait l'étincelle qui redéfinirait la manière dont je voyais ma vie, mes relations, et même ce qui se trouve au-delà. J'ai grandi en considérant l'alcool comme une partie du décor normal de la vie. Il était présent lors des célébrations et des rassemblements, et je n'ai jamais remis en question sa présence. Pendant des années, je me suis dit que je buvais pour soulager le stress ou pour supporter de longues journées de travail. Je me servais un verre lorsque la vie devenait trop tendue, me convainquant que je méritais une pause, que j'avais besoin de décompresser. Mais je n'ai jamais considéré l'ironie. Plus j'essayais d'échapper au stress, plus je sombrais dans l'isolement. Les amis qui riaient avec moi sont devenus progressivement distants, comme s'ils pressentaient une obscurité qu'ils ne pouvaient pas vraiment nommer. Je me souviens d'avoir plongé mon regard dans leurs yeux, voyant leur inquiétude, mais je balayais tout cela d'un rire nerveux ou d'un commentaire désinvolte. Une part de moi savait que je tournais en rond, au bord du précipice, mais le déni peut être incroyablement puissant. Ce à quoi j'étais totalement mal préparée, c'était la confrontation avec ma propre mortalité. Personne ne vous enseigne comment gérer ce moment où votre corps décide soudainement qu'il en a assez et commence à s'arrêter. J'ai passé tellement de temps à me cacher derrière un brouillard d'alcool, ignorant les signes avant-coureurs que ma santé se détériorait. La tension dans ma poitrine, la fatigue constante, ce n'étaient que des désagréments passagers. Rien de grave, me disais-je, mais il y a une ligne mince entre faire face et se détruire, et j'étais sur le point de la franchir. Une nuit en particulier se démarque dans ma mémoire. C'était une rencontre décontractée, du genre que j'aimais, parce qu'elle me permettait de me lâcher sans me sentir jugée. Les rires résonnaient dans la pièce, et la musique battait comme un fond sonore à l'homme des conversations. Au début, je me sentais normale. Juste une autre soirée d'évasion légère, quelques blagues entre amis, quelques verres de plus que je n'aurais probablement dû en prendre. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi. C'était comme une voix tranquille au fond de mon esprit m'avertissant que je dansais trop près du bord. J'ai ignoré la situation. Les rires autour de moi semblaient vides et la chaleur de l'alcool atténuait toute once d'anxiété qui aurait pu me maintenir en éveil. Après mon 6e ou 7e verre, j'ai ressenti une étrange montée dans ma tête. Mon cœur battait à mes oreilles. Et pendant une fraction de seconde, j'avais l'impression de vaciller entre la conscience et un rêve. L'horloge a sonné 23h48 et je me souviens d'avoir fixé l'écran de mon téléphone. Ce moment s'est gravé dans ma mémoire, comme s'il était devenu un tournant symbolique. J'ai essayé de me reprendre, mais mon corps tanguait. Une vague de panique m'a envahi, une prise de conscience que quelque chose tournait mal. Mes doigts, accrochés au bord de la table, commençaient à s'engourdir. Les voix autour de moi se mélangeaient en un bourdonnement lointain. Puis, dans un ensemble de sensations trop écrasantes pour être nommées, tout est devenu noir. Mon dernier souvenir de ce moment était une sensation terrifiante de vide, comme si le monde s'était effondré sous moi, me laissant dans un trou noir. J'étais inconsciente. Les gens autour de moi pensaient que j'avais simplement trop bu, et peut-être que c'est ainsi que ça paraissait, mais mon corps semblait avoir atteint son point de rupture. Dans cette obscurité totale, une étrange tranquillité a commencé à s'installer sur moi. J'ai toujours eu du mal à le décrire. Ce n'était pas paisible dans le sens habituel, mais plutôt une absence de douleur, une sensation de flottement m'envahissait. J'avais l'impression d'être sans poids, flottant dans un endroit où le temps n'existait pas, où rien ne pouvait me blesser. C'était comme si j'avais rejeté un lourd manteau, dont je ne savais même pas que je me couvrais. Ça ne ressemblait ni à un rêve, ni à une hallucination. C'était réel, plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. Soudain, j'ai été confrontée à une vision qui défiait tout ce que je croyais sur la vie et la conscience. Je me voyais, mon corps physique, mou sur le sol, entouré de personnes essayant frénétiquement de comprendre ce qui se passait. Quelqu'un appuyait sur ma poitrine.
Une autre personne était au téléphone, probablement en appelant une ambulance. La scène était voilée d'une sorte de brume, les contours flous, mais le centre était suffisamment net pour que je puisse voir la terreur sur leur visage. Je me souviens d'avoir pensé « Comment puis-je être ici, regardant tout cela, alors que je suis aussi là sur le sol ?» Cela n'avait aucun sens logique. Mais, à ce moment-là, l'impossibilité semblait étrangement naturelle. Flottant au-dessus du chaos, j'ai remarqué une chaude lumière dorée, enveloppant tout ce qui se trouvait en dessous de moi. C'était comme si quelqu'un avait atténué les couleurs du reste du monde et projeté une douce lueur autour des personnes dans la pièce. Le contraste entre le mouvement frénétique et le calme que je ressentais était surprenant. Je n'avais pas vraiment peur. Il y avait de la confusion et une montée d'adrénaline, mais la peur ne m'agrippait pas comme elle l'aurait fait si j'étais consciente dans mon corps. Quelque chose dans cette lumière semblait invitant, comme une promesse non dite que j'étais en sécurité, même si je voyais clairement mon propre corps gisant là sans respiration. C'est alors que je l'ai ressenti. Une présence. Au début, je ne voyais rien d'autre que la lueur dorée, mais je le ressentais. Quelque chose ou quelqu'un était là avec moi. Cela irradiait une chaleur que je ne peux décrire que comme une acceptation pure. Pas de jugement, pas de colère, juste une étreinte aimante qui semblait couler à travers moi. Mes pensées tourbillonnaient, emprisonnées entre émerveillement et incrédulité. Puis, au sein de cette aura, j'ai perçu la plus faible sensation de présence multiple, comme des silhouettes se tenant juste hors de vue. Je ne pouvais les définir d'aucune manière familière, mais elles semblaient indéniablement réelles. Une voix, ou peut-être était-ce un sentiment qui se formait en mots, s'est clairement exprimé dans mon esprit. Tu as été aveuglé parce que tu pensais soulager ta douleur, mais cela n'a fait qu'approfondir ta lutte. Cette déclaration m'a frappé comme une vague. L'alcool, mon prétendu échappatoire, était devenu une encre. Je le savais à un certain niveau, mais l'entendre dans ce royaume, d'une présence qui semblait omnisciente mais douce, était dévastateur. Tous ces vers, toutes ces nuits où je croyais faire face, avaient tissé une toile d'autodestruction autour de moi. Au milieu de ce réveil, j'ai remarqué que le vide noir dans lequel je flottais s'amincissait, laissant place à une sorte d'espace lumineux qui s'étendait à l'infini. La lumière dorée s'intensifiait et je me sentais léger, presque euphorique. Je voulais y rester. Pour la première fois depuis des années, je ne ressentais ni honte, ni culpabilité, ni le désir de m'engourdir. C'était la liberté, un soulagement des fardeaux que je portais depuis si longtemps. Puis la présence a changé et j'ai ressenti un flot d'images déferler en moi. J'ai vu ma vie, mon passé, comme un film projeté à grande vitesse. Il y avait des moments de véritable bonheur, des anniversaires avec des amis, la première fois que je suis tombée amoureux, des instants simples avec ma famille. Puis, entrecoupés de ces aperçus de joie, sont venues des scènes de chagrin et de chaos alimentés par mon addiction. J'ai vu combien de rassemblements se terminaient en larmes ou en excuses que je ne me rappelais jamais entièrement avoir faites. Dans une scène, je m'en prenais à un ami proche, les yeux troublés par une colère qui n'avait pas de réelle origine. Une autre image montrait que j'avais raté un événement familial important parce que j'étais trop bourrée pour sortir du lit. C'était douloureux à regarder. Mais les images semblaient différentes ici. Elles étaient dépouillées de rationalisation et d'excuses. Au lieu de cela, je les voyais pour ce qu'elles étaient vraiment. Des choix, chacun traçant le chemin qui m'avait conduit à cet instant précis. Alors que les images se poursuivaient, elles devenaient plus sombres. J'ai été témoin de la douleur dans les yeux de mes proches, déception, inquiétude et parfois ressentiment. C'était douloureux, mais personne ne me punissait. C'était plutôt comme si j'étais enfin capable de voir les répercussions de mon comportement, quelque chose que j'avais été trop têtue ou engourdie pour reconnaître. Puis, la présence ou la voix, quoi que ce soit, a doucement insufflé une autre réalisation dans mon cœur. Les conséquences de mon addiction n'étaient pas seulement physiques ou émotionnelles. Elles étaient spirituelles. J'ai vu comment l'énergie de chaque verre pesait sur moi, me chaîne à un cycle de déni de soi et d'isolement. Dans ces moments-là, il est devenu clair que l'alcool ne m'avait pas seulement empêché d'affronter mes problèmes, mais qu'il m'avait également privé de l'exploration de mon potentiel. Combien de fois avais-je enterré ma créativité sous un brouillard de bière? Combien d'émotions brutes avais-je noyées avant de leur laisser une chance de me guider vers un changement significatif? Et la partie la plus effrayante, à quelle fréquence avais-je choisi une bouteille plutôt qu'une connexion authentique avec une autre personne? L'alcool s'était enroulé autour de mon esprit, s'entrelaçant avec mes peurs et mes insécurités, créant une fausse promesse de réconfort qui ne faisait que m'éloigner de la véritable solution. Toutes ces révélations m'ont été données sans jugement, mais elles portaient le poids de la vérité. Je me sentais vulnérable, là, si l'on peut dire debout quand on est essentiellement sans corps.
La présence autour de moi communiquait que je ne voyais pas ces choses pour être honteux. Je les voyais pour que je puisse choisir différemment si l'occasion se présentait. Une compassion urgente se faisait sentir, comme un appel clair à me réveiller et à reprendre ma vie en main. Puis, une autre vague de clarté m'a frappé. Je voyais des futurs potentiels se déployer devant moi, comme si le temps lui-même était un vaste corridor ramifié. Certains chemins conduisaient à la poursuite de mon addiction, et je ressentais la tristesse qui me suivrait si je choisissais cette voie. D'autres branches indiquaient une vie de sobriété, de guérison et de relations authentiques. La voix ou la présence semblait dire « Il y a plus pour toi que ce que tu as choisi. Souhaites-tu continuer à porter les chaînes ou désires-tu être libre ?» Ce n'était pas un ultimatum, mais cela ressemblait à une invitation puissante. J'étais submergée. L'arme, bien que non physique, moi traversait. Je voulais cette liberté, je voulais une autre chance. Soudain, la chaleur s'est intensifiée, ou peut-être que ma conscience à son égard s'est approfondie, et j'ai ressenti une montée d'énergie qui me tirait de cet espace. Une panique montait en moi, comme si je perdais quelque chose de précieux, mais en même temps, je comprenais que je n'étais pas censée m'attarder ici indéfiniment. Un profond sentiment d'acceptation montait en moi. La révélation avait été donnée, et maintenant je devais décider comment je l'emmènerais avec moi. Il y eut un choc, comme si l'on me tirait d'une grande hauteur, tout autour de moi. La lumière dorée, la présence calme, se précipitait loin de moi. Mes yeux se sont ouverts en grand, et la première chose que j'ai vue fut l'éclat aveuglant des lumières fluorescentes. Ma poitrine était serrée, et un son de bip perçait mes oreilles. J'étais dans un lit d'hôpital, branché à des machines qui suivaient mes signes vitaux. Mon corps entier tremblait de faiblesse, et ma bouche était si sèche qu'il semblait que toute l'humidité avait été aspirée. La peur m'envahissait, mais avec elle venait un étrange sentiment de détermination. J'avais survécu. À ce moment-là, je savais que ce n'était pas un coup de chance. J'avais reçu une opportunité de réparer les choses. Un médecin se tenait à mes côtés, le soulagement sur son visage. On m'a dit que j'avais fait une overdose d'alcool, que mon corps avait commencé à se mettre à l'arrêt. Mon rythme cardiaque était tombé dangereusement bas. Et si on m'avait trouvé quelques minutes plus tard, je ne serais peut-être pas là à discuter. Entendre ces mots a confirmé ce que j'avais vécu. Cet événement proche de la mort n'était pas juste un flou ou un rêve. C'était réel d'une manière que ma vie quotidienne n'avait jamais été. Allongée là dans l'hôpital, l'épuisement pesant sur moi, je sentais une résolution silencieuse se former. Je ne voulais pas retourner au schéma destructeur qui m'avait conduit à ce lit. Toutes les révélations que j'avais reçues brûlaient encore dans mon cœur. Je me souvenais de la présence, de la voix, de l'acceptation inconditionnelle et du message urgent que je devais changer. Mon esprit repassait les images des personnes que j'avais blessées, les morceaux brisés de ma vie que j'avais tant essayé de ne pas voir. Il était temps de les affronter et de guérir. Ce premier jour de sobriété était un mélange de gratitude et de terreur. Gratitude parce que j'étais vivant, parce que j'avais une nouvelle chance de vivre différemment. Terreur parce que je n'étais pas sûre de qui j'étais sans alcool. Cela avait été une béquille pour mon anxiété et mes insécurités. L'idée de confronter mes problèmes de front ressemblait à un combat difficile. Mais si ces moments dans cet espace lumineux m'avaient appris quelque chose, c'était que j'avais trop longtemps retardé de vivre dans la vérité. Au cours des semaines suivantes, j'ai lutté contre les symptômes de sevrage et la turbulence émotionnelle. Les nuits étaient les plus dures. Je restais éveillée, mon esprit repassant de vieux souvenirs, remontant regrets et honte. Pourtant, quelque chose en moi avait changé. Chaque fois que je sentais que j'allais sombrer à nouveau dans le désespoir, je me rappelais cette lumière dorée, cette voix douce, me disant que j'étais plus que mes mauvais choix. Et à chaque souvenir de cette chaleur, je trouvais la force de continuer. Des amis et de la famille me rendaient visite, et je m'obligeais à être honnête sur ce que j'avais vécu. Certains étaient soutenants, d'autres sceptiques, mais je réalisais que je ne pouvais pas contrôler leurs réactions. Tout ce que je pouvais faire était de dire ma vérité. J'ai partagé que j'avais l'impression d'avoir reçu une seconde chance, que j'avais eu une expérience profonde que je ne pouvais pas expliquer entièrement, et que j'en avais fini de me mentir sur les effets de l'alcool sur ma vie. Même si je craignais que les gens pensent que je cherchais des excuses ou que j'étais trop dramatique, je parlais avec le cœur. À bien des égards, ces conversations brutes étaient mes premiers pas vers la guérison des blessures que j'avais infligées aux autres. Et à moi-même, reconstruire ma vie a été désordonné. J'ai trouvé un groupe de soutien local, et j'ai découvert que je n'étais pas seule dans mon parcours. Il y avait d'innombrables histoires de personnes qui avaient flirté avec la mort, chacune ressortant avec une perspective différente, mais unies par un sentiment d'avoir été en quelque sorte transformées. Entendre leurs témoignages m'a aidé à rassembler le mien. Bien que mon expérience de mort imminente ait eu sa propre texture unique, les fils émotionnels de la honte, du regret, de l'espoir et de la détermination leur étaient familiers. Nous avons partagé des larmes,
échangé des histoires et offert à chacun un espace sans jugement. À mesure que mon corps se remettait, je ressentais une nouvelle conscience de chaque instant. C'était comme si j'avais été à moitié endormie pendant des années. Et maintenant j'éveillais à un monde qui semblait plus lumineux et plus fragile. Même les tâches les plus banales. Faire la vaisselle, se promener, écouter le vent, portait un sentiment d'émerveillement. Je me suis rendu compte que ma relation avec l'alcool avait étouffé ma capacité à apprécier les petites joies d'être en vie. Maintenant, je voulais absorber chaque vue, chaque son, chaque sensation comme si c'était la dernière. Cette soif d'une expérience réelle, sans filtre, avait remplacé l'ancienne envie d'un verre. Pourtant, tous les jours n'étaient pas pleins d'épiphanies. Certains jours, je me réveillais en désirant l'engourdissement, détestant la manière dont mes pensées rebondissaient contre les murs de mon esprit comme des balles de ping-pong. Mais je m'accrochais à la mémoire de ce moment hors de mon corps, me voyant sur le sol, ressentant cette présence aimante. Et je me rappelais que je ne voulais jamais perdre cette opportunité qui m'avait été donnée. Chaque matin, je réfléchissais un instant, me rappelant combien je m'étais rapprochée de la perte de ma vie. Ce souvenir me stabilisait. Il me rendait aussi humble. Avec le temps, j'ai commencé à voir des transformations dans mes relations. Des amis qui s'étaient tenus à distance auparavant se sentaient désormais en sécurité autour de moi. Nous avons eu des conversations ouvertes, parfois douloureuses, sur l'impact de mon alcoolisme sur eux. Là où je me serais défendue ou aurais essayé de passer à autre chose, j'écoutais maintenant, je reconnaissais leur douleur, je m'excusais sans chercher d'excuses. Ce processus de réparation des liens brisés n'était pas rapide ni magique. Mais chaque conversation honnête semblait être un acte de libération, comme si le poids que je portais s'allégeait un peu plus à chaque fois. Les conséquences spirituelles profondes de l'alcool, qui avaient été suggérées dans mon expérience de mort imminente, continuaient à se développer dans mes réflexions. Je voyais comment chaque verre avait émoussé plus que mes sens. Il avait affaibli ma capacité à me connaître et à éprouver de la compassion. L'alcool m'avait permis d'éviter mes propres peurs, mais il m'avait aussi engourdi ma capacité à ressentir une véritable connexion ou à cultiver l'empathie dont j'avais besoin pour des relations significatives. C'était comme si j'avais erré dans un labyrinthe à demi éclairé, tournant constamment au coin pour échapper aux ombres, sans jamais réaliser que la sortie était de les confronter directement. Je ne peux toujours pas pleinement exprimer la présence que j'ai rencontrée dans cette lumière dorée. Était-ce une manifestation de ma conscience supérieure? Un guide angélique? Un reflet du divin? Je ne prétends pas avoir la réponse, et peut-être que c'est bien comme ça. La vérité, c'est que quoi que ce fût, cela ressemblait à un appel aimant à l'éveil, une chance de voir ma vie d'un point de vue non entaché par le déni ou la honte. Je porte ce souvenir en moi comme un doux rappel qu'il y a plus dans l'existence que ce que nous percevons dans nos routines quotidiennes. Nous sommes plus que nos addictions, notre douleur ou les étiquettes que nous nous collons. Les mois passèrent, et j'ai lentement commencé à apprécier l'ampleur de ma seconde chance. Les visites à l'hôpital ont diminué. J'ai commencé à former de nouvelles habitudes, comme écrire dans un journal le matin et me promener dans la nature au lieu de traîner dans des bars. J'ai appris à faire face à mon inconfort au lieu de l'étouffer. Si je me sentais anxieux ou bouleversé, j'essayais de remonter à la source de ce sentiment. Parfois, je contactais des amis ou de la famille pour en parler. Parfois, je priais ou méditais. Et chaque fois que je le faisais, j'avais l'impression de poursuivre le travail que mon expérience de mort imminente avait lancé. J'ai aussi commencé à faire du bénévolat dans un refuge local, espérant redonner d'une certaine manière. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai rencontré une jeune femme là-bas, qui tremblait visiblement, les yeux rouges et anxieux. Elle m'a dit qu'elle venait de sortir d'une cuite de 2 jours et qu'elle se sentait perdue. Nous nous sommes assises sur un banc ensemble, l'air frais de l'après-midi tourbillonnant autour de nous, et elle a déversé ses peurs. C'était si facile de voir mon ancien moi dans ses mains tremblantes et ses yeux urgents. J'ai partagé un peu de mon histoire, non pas pour prêcher ou donner des conseils, mais simplement pour lui faire savoir qu'elle n'était pas seule. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point il peut être puissant de simplement témoigner des luttes des autres. Parfois, voir notre reflet dans le parcours d'une autre personne peut être le coup de pouce dont nous avons besoin pour continuer. Cependant, même en accueillant ces changements, le spectre de l'alcool n'a jamais complètement disparu. Il y avait des jours où le stress ou la tristesse murmurait le vieux mensonge. Un petit verre pourrait aider, mais à ce moment-là, je me souvenais du vide dans lequel je suis tombée, de la brillance de cet autre domaine et de l'amour inconditionnel que j'y ai ressenti. Je me souviens de la figure de moi-même au sol, pâle et irresponsive, et de combien je me suis approchée de tout laisser derrière moi. Le souvenir de ce moment était un puissant frein, une vérité personnelle sur où un autre verre pourrait me mener. Finalement, j'ai réalisé qu'il était crucial pour moi de chercher de l'aide professionnelle également.
Les séances de thérapie ont ouvert mes yeux sur des problèmes sous-jacents que je n'avais jamais abordés. Des problèmes d'estime de soi, un chagrin non résolu et une peur de l'échec que j'avais tenté de faire taire avec l'alcool. À chaque séance, j'avais l'impression de rejoindre des parties fragmentées de moi-même, apprenant à accepter les défauts et vulnérabilités qui font de moi un être humain. J'ai commencé à voir que mon addiction n'était pas seulement une dépendance physique ou psychologique, c'était aussi une crise spirituelle. J'avais perdu ce sens de la signification qui maintient une personne ancrée dans la vie, et j'avais tenté de combler ce vide avec une substance qui ne m'éloignait que davantage de tout véritable sens de but. Cette réalisation m'a ramené à ce lit d'hôpital, au bip des moniteurs et au visage soulagé du médecin. Elle m'a ramené à cette lumière dorée et à cette présence silencieuse et aimante qui m'a montré la vérité sur mon existence. Et si je n'étais pas revenue? Et si j'avais disparu pour de bon cette nuit-là, sans jamais voir le chemin brisé que j'avais laissé derrière moi ou l'espoir qui n'était qu'à portée de main? Cette idée me trouble encore. Maintenant, je ne prétends pas avoir toutes les réponses sur la vie ou la mort. Je sais seulement que mon expérience de mort imminente a tiré le rideau pour moi, révélant une image plus grande et me rappelant que chaque choix a un effet d'entraînement sur nos âmes. Ce n'est pas une question de vivre dans la peur constante d'échouer à nouveau. C'est une question de reconnaître que chacun de nous a le pouvoir de choisir différemment à tout moment. Et dans mon cas, s'éloigner de l'alcool n'est pas seulement une décision de santé. C'est un engagement quotidien à vivre la vérité que j'ai rencontrée dans ce domaine. C'est une promesse d'honorer la seconde chance qui m'a été donnée. Alors que je me tiens ici aujourd'hui, je vous parle non pas comme quelqu'un qui a tout compris, mais comme quelqu'un qui a frôlé le bord et est revenu avec des cicatrices et des leçons. S'il y a quelque chose que je peux partager de tout cela, c'est que nos chaînes se déguisent souvent en confortants. Les bouteilles vers lesquelles nous tendons la main, les habitudes auxquelles nous nous accrochons, les illusions que nous maintenons, elles peuvent sembler sûres. Pourtant, chacune d'elles nous captive de manière que nous ne remarquons souvent qu'il est presque trop tard. Mon espoir est qu'en partageant ce que j'ai vécu cette nuit-là, vous pourriez faire une pause et considérer les chaînes dans votre propre vie. Je ne vais pas mentir en disant que ce fut facile. La sobriété a été l'une des routes les plus difficiles que j'ai jamais parcourues. Il y a des jours où mes mains tremblent encore avec l'envie de m'engourdir. Des jours où la honte des erreurs passées essaie de revenir. Mais ensuite, je me rappelle la vérité que j'ai vue si clairement. Chaque instant a le potentiel de renouvellement. Cette connaissance me pousse en avant. Elle me rappelle que peu importe à quel point une situation peut sembler sombre ou à quel point nous sommes ancrés dans nos habitudes, nous pouvons toujours faire des choix différents. Nous pouvons nous libérer de ce qui nous retient. Si mon histoire vous touche, laissez-la être un doux rappel. Vous n'êtes pas défini par vos luttes. Peu importe les chaînes que vous portez, que ce soit l'alcool ou autre chose, elles ne doivent pas dicter votre avenir. Je suis la preuve vivante qu'il est possible de détourner du gouffre et de trouver un espoir dont vous ignoriez l'existence. Le processus n'est pas simple, n'est pas rapide, et il n'est pas sans douleur, mais il est réel, et il est à votre portée. Mon expérience de mort imminente a ouvert mes yeux sur la dimension spirituelle de mes choix. Je ne peux pas vous donner une leçon bien enroulée qui résume tout. Je peux seulement partager ce que j'ai ressenti en découvrant une autre perspective sur ma vie, et en ayant l'opportunité de changer de cap. Peut-être que c'est l'essence même de cela. Nous avons tous ces carrefours, ces moments décisifs où nous pouvons choisir de continuer à nous engourdir ou d'entrer dans l'inconnu avec courage. Et l'inconnu peut être terrifiant, mais il pourrait aussi être l'endroit où commence la vraie vie. Me réveiller dans ce lit d'hôpital a été un choc qui a brisé ma vieille conscience. La peur et la détermination circulaient en moi à parts égales. Mais je me suis accrochée à la clarté qui me disait qu'il était temps de me libérer de l'emprise de l'alcool. Le souvenir de mon expérience hors de mon corps alimentait cette clarté, me rappelant que la vie est fragile et que nous n'avons aucune garantie d'une seconde chance. Chaque nouveau jour depuis a été à la fois un fardeau et un cadeau, une chance d'avancer dans la direction d'une vie qui s'aligne avec la vérité plus profonde que j'apercevais. Je réfléchis encore à cette lumière dorée et à cette présence qui ressemblait à un amour pur et sans limite. J'aimerais pouvoir offrir une explication précise de ce que c'était, mais peut-être que le mystère fait partie de sa puissance. Elle se tenait en contraste, saisissant avec l'obscurité de mon addiction, illuminant un chemin que je ne connaissais pas. Et même si je ne suis pas experte en spiritualité, je suis venue à croire qu'il existe une dimension de nos vies qui dépasse largement notre conscience habituelle, une dimension où nos intentions et nos actions résonnent d'une manière que nous ne saisissons pas pleinement. Mon expérience m'a montré que ces échos peuvent soit nous lier, soit nous libérer. Maintenant, alors que je regarde autour de moi, me tenant fermement dans ma sobriété, je vois à quel point la vie peut être différente quand on ne vit pas sous le brouillard constant d'une substance. Je revois les couleurs dans le monde, je ressens les émotions dans toute leur ampleur, y compris les moments douloureux,
mais aussi des joies si vives qu'elles me mettent les larmes aux yeux. J'ai appris que le véritable réconfort ne se trouve pas dans une bouteille. Il se trouve dans la connexion authentique, dans le fait de confronter la réalité de front et dans le fait de s'autoriser à être suffisamment vulnérable pour guérir. Alors je vous demande, qu'est-ce qui vous retient? Quelles illusions vous accrochez-vous, croyant qu'elles vous protègent de la douleur, alors qu'elles pourraient être précisément celles qui la causent? Vous ne luttez peut-être pas avec l'alcool. Cela pourrait être un nombre quelconque de choses. Mais peu importe la forme de nos chaînes, elles ont toutes une manière de nous convaincre que nous ne pouvons pas vivre sans elles. Je suis ici pour vous dire que c'est un mensonge. Vous pouvez vivre sans elles, plus encore. Vous pouvez prospérer sans elles. Si mon histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, envisagez de voir votre vie sous un autre angle. Pensez aux relations que vous pourriez mettre en péril, aux passions que vous étouffez ou aux rêves que vous remettez à plus tard. La vérité, c'est que nous ne savons jamais quand notre dernier moment pourrait arriver. Une seconde, nous rions à une fête, et la suivante, nous flottons au-dessus de nos propres corps, nous demandant si c'est la fin. C'est un appel au réveil que personne n'attend et que personne ne souhaite, mais cela peut être un catalyseur d'un changement profond si nous y prêtons attention. Je ne suis pas ici pour prêcher ou prétendre que mon chemin est le seul. Mon espoir est simplement qu'en partageant ce que j'ai vécu, vous vous sentirez inspiré à examiner votre propre vie. Car une fois que vous déchirez les couches du déni, une fois que vous vous libérez des illusions, une paix différente peut émerger. Une paix ancrée dans la vie authentique et la prise de conscience de soi honnête. Et ce genre de paix, j'ai appris qu'elle vaut infiniment plus que n'importe quel plaisir temporaire qu'un verre peut offrir. À la fin, je crois que nous sommes tous au seuil de l'éveil, à un souffle de réaliser qu'il y a plus dans la vie que nos luttes et nos vices. Pour moi, il m'a fallu frôler la mort pour comprendre cela. Je suis reconnaissant d'avoir ouvert les yeux à temps pour faire d'autres choix. Si vous entendez cela et que vous ressentez une agitation dans votre propre cœur, alors peut-être que c'est votre moment de réfléchir à ce qui vous retient. Cela peut sembler effrayant, mais de l'autre côté de cette peur se trouve la possibilité de devenir la personne que vous avez toujours été destinée à être. Merci de me permettre de partager mon parcours personnel. Je ne fais pas semblant qu'il soit terminé. À bien des égards, il ne fait que commencer. Chaque jour apporte un nouveau défi, un nouveau test de mon engagement. Mais il apporte aussi de l'espoir. Et cet espoir repose sur une vérité simple. J'ai survécu, et en survivant, j'ai découvert que la véritable liberté réside dans le fait de se confronter à soi-même, chaque vulnérabilité, chaque regret, et de décider que vous ne serez plus défini par eux. Alors, si vous ne retenez qu'une chose de mon histoire, qu'elle soit celle-ci, peu importe à quel point cela devient sombre, il y a une lumière qui vous attend pour que vous la choisissiez. Et ce choix, mon ami, peut tout changer.